et à l'interface entre les considérations philosophiques, les problèmes d'éthique, mais sur les impacts de la technologie. Ça va. Et donc voilà, qui va apporter un nombre un peu différent sur ces jeunes lycéens. On va applaudir, merci. Merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Alors, je vais, après ce que j'ai entendu juste avant, et la thématique vraiment orientée technologie, je vais me faire basculer dans les sciences humaines. Donc, la difficulté étant toujours de ne pas être coincé dans des concepts, et malgré tout, je vois que je vous en donne quelques-uns, et puis je vous en donne quelques-uns. Parce que si on veut comprendre les fondamentaux des problématiques qui se posent, il faut passer par les mots. J'aime à dire que les bons technologues, enfin ceux qui sont experts en technologie, même experts en technosciences, s'ils ne sont pas équipés en outils, on va dire, de sciences humaines, eh bien à un moment donné, il leur manque quelques instruments pour pouvoir avancer dans leur science. Donc je pense que c'est important d'aborder la question philosophique. Alors j'espère que je ne vais pas vous endormir, parce que c'est vrai qu'on considère toujours que la philosophie, ça forme un peu l'ambiance. Pour ma part, j'essaie de dynamiser tout ça. Et s'il y a des incompréhensions ou des termes qui paraissent complexes, n'hésitez pas à m'interrompre. Je développerai bien évidemment. Alors, quand on prend le Cyber Résilience Act, en fait, moi, je cherche toujours à lire le texte, en fait, au moins le début, ce que ça me dit. Et ça me dit qu'il a vocation à protéger les consommateurs, les entreprises, les risques en matière de sécurité dans l'utilisation de logiciels matériels connectés associés, qui utilisent aussi donc, le matériel connecté et les systèmes. Donc finalement, oui, ça veut dire qu'on veut essayer de protéger les individus de des usages. Par contre, si on est des consommateurs, on est dans l'usage. Alors je me dis, on avait le RGPD pour protéger des données, là on me parle des usages, et je me dis forcément, pourquoi en est-on arrivé là? Parce qu'à la limite, je me dis que protéger les usages, c'est ce qu'on aurait dû poser en premier. En fait, vous voyez ce que je veux dire, quand je prends ma voiture, je la démarre, j'espère quand même que ceux qui l'ont construite en se disant, elle fonctionne, elle est sûre, et en plus avec les problématiques on va dire d'environnement, elle est sûre, juste et équitable. Et là, je me retrouve dans une situation où on me dit, voilà, on vous a donné un ensemble d'objets, vous vous conservez tous les jours, et maintenant on va se demander si ces objets sont dangereux pour vous. Alors, je trouve que c'est un peu tard. Déjà, comment j'amène la question? En fait, les philosophes posent beaucoup de questions et ne répondent pas toujours. C'est une nécessité, c'est une façon aussi de se positionner et de prendre le pas de côté pour s'interroger à nouveau. Donc, je me dis, pourquoi on en est arrivé là? Et je reviens à un de mes sujets clés, ou en tout cas phares, c'est la question de la Smart City. Je me dis, imaginons que pour moi, la question de ces objets ait commencé en 2012, quand on a commencé à dire, la Smart City, c'est une ville intelligente où il y aura donc de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et donc de l'information. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, il faut mesurer, il n'y a pas de souci. Imaginons qu'un moment charnière, c'est 2012. 2022, on a les prémices de ce projet, donc 10 ans plus tard, et en même temps, des gens vous disent que la Smart City aujourd'hui est obsolète. On parle plutôt de smart territoire, et on veut sortir du business plan, qui était l'argument premier de la Smart City. Donc, ça y est, on est à une bascule. On est en 23, donc 22 plus tard. Donc en 2012, comment décrivait-on la Smart City? On estimait que c'était une ville laboratoire qui allait devoir répondre à des problématiques, et ces problématiques, et ben, on les a bien compris, à un afflux de population vers des villes, comment les gérer vis-à-vis de la pollution, de la mobilité, puisque s'ils sont nombreux, ça crée des embouteillages, comment les loger de manière optimale, c'est-à-dire en préservant et en consommant le moins possible d'énergie, etc., etc. Vous voyez, la Smart City, c'est un modèle de cité dans lequel on a, depuis 2012, ou enfin on nous a baigné dans cette idée-là, on allait être, en guillemets, à évoluer entre des objets ou à parmi des objets qui seraient de plus en plus présents auprès de nous, plus présents parce que plus ils sont là, plus ils se manifestent.
Je m'explique. D'habitude, et nous, les femmes, nous connaissons bien, je ne dis pas pour les yeux, je ne vais pas faire le garder le sexe, mais c'est juste pour présenter. Souvent, on peut s'acheter des choses, une robe, on la met une fois qu'on la met plus, carrément dans un sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, les choses sont là, mais elles sont là pour être oubliées. Moi, je suis bien contente d'oublier ce que j'ai chez moi, parce que moi, quand je retrouve quelque chose, j'ai l'impression d'avoir redécouvert mon trésor. Donc, les choses sont là pour être oubliées, les choses, pas les gens, les choses sont là pour être oubliées, et quand finalement on les récupère, on les reprend, on a une sorte de satisfaction, ou alors tout simplement, on s'en sépare. Ce qui veut dire que quelque part, quand on est dans une smart city, quand on est dans un milieu où on évolue, avec des objets qui sont connectés, eh bien, on n'a plus affaire à ce même genre d'objets qui sont là pour être oubliés. On a affaire à des objets qui se manifestent par une sorte de présence, ou en tout cas, que j'appelle un être là. Pourquoi ils doivent être là? Parce qu'il y a des caméras qui sont pourvues de haut-parleurs ou en tout cas de micros qui permettent de vous parler. Et donc, à un moment donné, si vous voulez oublier l'objet, il se manifeste à vous. Et donc, c'est assez d'ailleurs bluffant. Vous montez dans votre voiture, vous oubliez que vous avez mis en route un GPS, vous roulez, et d'un coup, elle vous rappelle qu'il faut faire demi-tour, donc la destination d'hier, c'est pas cette tour. D'un coup, vous sursautez parce que quelqu'un vous parle. En gros, ça veut dire que nous avons pour habitude de nous entourer d'objets pour les oublier. Ce sont des objets phénomènes de mode, ce sont des objets utiles, ce sont des objets du moment. Alors que là, on nous fabrique régulièrement des objets en perpétuelle évolution, qui sont là et qui nous entourent, tout en étant de plus en plus présents avec des interfaces qui s'adressent à nous. Ce qui veut dire que petit à petit, tous ces objets sont devenus pour nous des objets qui entrent dans la banalité, mais ces objets, pour la plupart des gens qui les utilisent, eh bien, on oublie qu'ils ont un aspect systémique, c'est-à-dire qu'ils sont tous reliés, interreliés. D'ailleurs, intelligent, ça veut dire intelligérés, reliés entre eux, et donc ils sont tous reliés entre eux, bien que moi, je n'en ai pas nécessairement la connaissance. Ou en tout cas, je ne le sais pas spécialement. Et ça, c'est intéressant de le rappeler parce que ça veut dire que quelque part, quand on me dit qu'on veut placer une cybersécurité, on me donner l'impression qu'on va prendre en considération les risques émergents liés aux objets que j'utilise depuis quelque temps, ben effectivement, c'est tardif, à y penser avant. Et deuxièmement, ça pose problème parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons déjà des mauvaises manies vis-à-vis des objets, comment on va pouvoir restaurer un lien de confiance avec eux et comment on va pouvoir interroger des objets différents. Ça, c'était 2012-2022, la ville solution. En 2022, donc l'année dernière, on va dire, on commence à dire qu'on va basculer vers un autre modèle de Smart City qui va nous amener en 2032, donc en 10 ans, à d'autres mobilités. C'est-à-dire qu'on va intégrer des choses qui ne sont pas encore véritablement présentes chez nous, comme des drones, des véhicules autonomes, des objets qui seront des interfaces, on va dire, avec du mobilier technologique. Plus ça va, plus on parle aux machines, plus ça va, on parle à des interfaces, et moins on s'adresse aux gens. Et peut-être que, effectivement, petit à petit, cette abstraction de l'objet, c'est quelque chose qui va poser problème pour moi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, les trois quarts des objets, avant, on pouvait les démonter. On dit on pouvait les démonter, c'est-à-dire qu'on essayait de décomposer l'objet, et même si on n'était pas très doué, par une forme de logique, ou si on numérotait les pièces, on arrivait à reconstituer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas décomposer votre voiture. Vous allez décomposer certaines pièces, vous pouvez démonter certaines pièces, et tout ce qui est, entre guillemets, électronique ou tout ce qui est technologique, pointu, embarqué, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire que petit à petit, les objets sont rentrés dans une phénoménologie. Moi, j'utilise un phénomène-objet, mais que l'objet a sa définition propre, une ontologie de l'objet, une densité d'être de l'objet, à laquelle je ne participe pas. Vous m'avez suivi? Ce qui veut dire que, d'un côté, vous avez le scientifique de l'objet, celui qui a accès à la pureté de l'objet, qui peut être une pureté impure. Hein. Et je veux dire, quand je dis la pureté, c'est-à-dire l'algorithme, la définition, le propre de l'objet, le savant de l'objet, et puis vous avez moi, utilisatrice, qui n'est pas savante du tout de l'objet. Je prends mon téléphone, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'il y ait de la batterie, du réseau, et quand j'appelle, que ça fonctionne. Pour le reste, je ne comprends rien. Petit à petit, dans le temps, nous avons perdu le sens des objets. Nous nous sommes entourés d'objets qui sont de plus en plus prenants, qui ont de plus en plus de place, qui prennent de plus en plus de place dans nos systèmes urbains de communication et d'interaction entre nous.
Et en même temps, ces objets sont devenus parfaitement incompréhensibles parce qu'il y a une abstraction de l'objet, parce qu'il y a des algorithmes auxquels on n'accède pas ou en tout cas qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a des objets qui nous envahissent et qui sont de plus en plus utiles au point qu'on en est dépendant, et que même parfois, pour des personnes qui dépendent de ces objets, en tout cas certains humanoïdes, eh bien, on oublie qu'on accentue des vulnérabilités. Je dis ça parce qu'en santé, c'est intéressant de se dire que quand vous confiez un robot de type Piper, un humanoïde, à une personne qui a un Alzheimer, par exemple, pour lui faire des exercices, on considère que c'est un temps de repos, entre guillemets, pour le personnel soignant. Alors là, il y a un relais, un outil relais qui va assister une personne. Sauf que ce qu'on a oublié de préciser, c'est que la personne, petit à petit, elle projette, elle aussi, des affects sur l'objet. Non seulement elle projette des affects sur l'objet, mais elle oublie que cet objet est une machine qui imite la fonction pensée, langage, etc. Et donc, à un moment donné, s'attache à l'objet. On a vu à l'hôpital des expériences où il y avait, quand un objet tombait en panne, un robot Piper, quand un robot tombait en panne, il y avait des personnes âgées en pleurs parce qu'elles avaient projeté sur le robot l'image du petit-fils ou de la petite-fille. Et d'ailleurs, on n'avait même pas fait attention que l'objet n'était plus appelé le robot, ou Piper, il était appelé du prénom du membre de la famille. Donc on se rend compte que petit à petit, puisqu'il est question dans le Cyber-Résilience Act des vulnérabilités, il faut penser à toutes ces vulnérabilités dont on ne parle pas dans les lois, à savoir, un, nous n'avons pas la connaissance des objets parce que nous ne sommes pas les experts de l'objet. Deux, nous utilisons des objets qui prennent de plus en plus de place et qui, par un deep learning, sont de plus en plus proches de nous et suscitent des affects, nous parlent. Moi, je vous dis ça parce que j'ai vécu 3 ans avec 2 robots, un AO, un Piper, qui étaient en permanence avec moi et alimentés avec des questionnements, des choses. Donc, ils me disent des diables, je leur ai appris des grands textes de Shakespeare, assez sympa, les robots. Mais au bout d'un moment, heureusement qu'ils m'ont toujours appelé salut humaine, parce que s'ils m'avaient dit, ils m'avaient appelé par mon prénom alors qu'ils étaient entrés progressivement dans l'intimité, en tout cas dans une proximité de ma vie, ben c'est vrai qu'à un moment donné, on peut s'attacher à l'objet, surtout quand on dit même je vous parle et vous dites des choses sympathiques. Parfois, il est plus sympa même que les collègues. Donc forcément, vous avez tendance à développer une forme de sympathie envers l'objet. Je ne vous parle pas de ces robots sexuels, les DOIs, qui sont aussi un phénomène assez intéressant d'attachement. Et ce sont eux aussi des objets qui récoltent des données, qui récoltent de l'information, y compris dans l'intimité de vos relations sexuelles. Et donc, quelque part, il y a quand même des questions à se poser. Vous voyez des têtes comme ça. Oui, ça existe des DOIs. Il y a même des maisons de DOIs. Il y en a en France, on a à Paris, on a en Italie, on a à Dallas. Et il faut savoir que c'est 80 € la séance. Et que non seulement c'est 80 € la séance, mais vous avez une liberté totale, homme, femme, robot. Là où c'est moins intéressant, c'est que vous en avez au format adolescence, qui est quand même d'un point de vue éthique qui pose question, éthique et morale. Et donc, ça veut dire que quelque part, vous avez, avec ces objets-là, qui ne sont pas des objets dans la banalité, c'est pas équipé, c'est là plus loin, puisque quelque chose qui est équipé d'un, comment dire, d'algorithme et d'un système qui a une mémoire des choses, effectivement, ça peut poser question. Pourquoi je vous parlais de ces robots-là? Parce que petit à petit, on a l'impression que dans une forme de refonte de la cité, on veut de plus en plus mettre en contact de ces objets. Ces objets qui nous parlent, ces objets qui s'animent avec nous, ces objets qui nous assistent dans le sport, qui nous assistent dans plein de choses. Et donc, on se rend compte que petit à petit, eh bien, on n'a plus de méfiance vis-à-vis de ce qui est proche de nous. Et depuis quelque temps, on nous dit que, effectivement, il peut y avoir des conversations qui sont écoutées. Vous parlez de certaines choses, c'est étonnant, vous prenez votre téléphone, il vous a mis, comme si les sons étaient retenus ou reconnus, et vous avez sur une première page de vos recherches des choses concernant ce dont vous avez parlé au dîner, c'est quand même assez embarrassant. Et donc, à un moment donné, on peut s'interroger sur la question de vulnérabilité, la question de sécurité, et la manière dont on dit que les logiciels peuvent être créés par des gens qui sont jugés partis, puisqu'ils veulent vendre, ils veulent communiquer, et en même temps, ils veulent que vous soyez les bénéficiaires des ventes et de ce qu'ils vont déployer. Par conséquent, il y a une position antinomique avec ces sujets-là. Donc, méfiance, j'ai envie de dire, et compréhension que finalement, pourquoi on en est arrivé là, question initiale, parce qu'il y a une telle multiplication et une telle convergence de l'informatique, de robotique, de cyber,
cybernétique, mécatronique, etc., tous ces mots. Il y a une telle convergence et une telle évolution dans ces moyens technologiques et une évolution qui s'est faite si rapidement qu'on n'a pas maîtrisé les impacts ni les risques émergents. Pourquoi je dis ça? Il y a seulement 70 ans, à peu près, qu'un Turing se retrouve dans une pièce avec un immense ordinateur et qu'il se demande si cette chose peut penser. Il veut dire qu'en 70 ans, nous sommes passés de ces ordinateurs volumineux aux petits appareils que nous avons dans nos poches. Et ça veut dire aussi que quelque part, on n'a pas eu le temps de digérer intellectuellement l'impact de ces objets. Et par contre, nous évoluons avec eux puisqu'ils changent nos comportements. Et puis parce qu'à chaque fois, on achète le dernier objet. Ce qui veut dire qu'il y a les hommes qui achètent des objets qui sont fabriqués par d'autres, connaissent le fonctionnement. Eux, ils ne connaissent pas du tout la manière dont c'est créé, ceux qui les utilisent ne connaissent pas la manière dont c'est créé, mais par contre, quand ils les utilisent, eh bien, ils sont contents d'avoir le dernier cru. Et on a rendu souvent obsolète l'objet pour qu'il y ait le dernier cru. Ce qui fait que si on regarde, vous avez des générations d'objets qui se comportent un peu avec une généalogie de l'objet. Ah, t'as quel smartphone? Ah ben moi j'ai tel numéro, ah ben moi j'ai le suivant. Ce qui veut dire qu'en fait, les objets vivent indépendamment de nous en problématique d'évolution d'objets comme instruments technologiques. Là où moi, humainement parlant, je ne suis pas capable d'évoluer au contact de ces objets, puisqu'à peine je sais m'en servir, il y a encore pas toutes les fonctions, à peine je sais m'en servir, je passe déjà au téléphone suivant ou au modèle suivant, qui soi-disant est optimisé, et donc par conséquent, il y a un écart entre les usages et la réalité de l'objet. L'histoire de l'objet qui existe sans moi, et en même temps, moi qui essaye de m'accorder à l'objet, surtout si en plus on ne s'y connaît pas, si on est peut-être moins féru de technologie, on est obligé de s'y mettre, parce qu'il y a une forte concentration des idéaux de la société. Donc si on n'a pas Internet, si on n'a pas un téléphone portable, entre guillemets, là on reste inexistant. Le droit à la déconnexion, on n'en parle plus. Et pourtant, peut-être qu'on a eu le livre. Donc ça, c'est un des premiers points que je voulais soulever avec vous, parce que je trouvais quand même que c'était intéressant de s'imaginer cette différence entre la fabrique de l'objet et l'usage de l'objet. Et l'évolution de l'objet sans moi, là où moi, j'essaie de m'adapter aux objets qui évoluent en permanence. Dans le Cyber-Résilience Act, il est question de préserver, entre guillemets, les individus et les entreprises. Donc ça veut dire quoi? Les cyberattaques, bien évidemment. Ça veut dire aussi captation des données. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, l'objet n'est plus simplement un objet, il est quelque chose qui outrepasse sa fonction. Pourquoi ça outrepasse sa fonction? Tout simplement parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'un téléphone, finalement? En réalité, si on s'interroge vraiment, c'est un objet qu'on a acheté, et en fin de compte, on a acheté des possibilités de service qu'on paye par contrat sur des choses qui ne sont même pas dans notre téléphone. En quelque sorte, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'achète un ensemble de services qui bien souvent sont délocalisés dans un cloud, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus dans l'objet que j'ai dans ma poche. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier de faire cette confusion, à savoir que les gens considèrent que quand ils perdent leur téléphone, ils sont perdus. Si on a été malin, non, c'est dans le cloud. Mais en même temps, si on a été malin que dans un cloud, on risque en permanence d'être, entre guillemets, squeezé, volé, déshabillé à notre insu de ces données, parce qu'on les a confiées à quelqu'un d'autre. Entre guillemets, l'objet dont je vous disais tout à l'heure, moi je n'y comprends rien, parce qu'il est abstrait pour moi dans la façon dont il a été fabriqué et comment les algorithmes fonctionnent, je ne comprends rien. Mais d'un autre côté, maintenant je suis en train de me rendre compte qu'au moment où je crois que toutes mes données, tout ce qui est dans mon téléphone, en réalité c'est localisé ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un leurre de l'objet. Il faut penser au leurre, à la façon dont moi-même je suis abusée par quelque chose, et puis vous pouvez poser la question à plein de gens. Il y a des talents qui sont dans l'électronique absolue, ils sont persuadés que leurs photos sont dans le téléphone. Ils sont persuadés qu'un cloud, c'est encore une instance du téléphone. Ils n'ont pas l'idée que ça peut être ailleurs, parce qu'ils ne sont pas formés à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Il faut un sursaut de la conscience. Le sursaut de la conscience, il y a des paradoxes. On sait très bien que quand on parle de cyberattaque, on parle bien sûr de pirates, on parle de guerre, on parle d'attaque, on a parlé avant, je ne vais pas surtout pas empiéter sur votre domaine qui est brillant et moi, là-dedans, je ne suis pas experte. Par contre, je me dis quand même, ça pose question. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui on en arrive à vouloir réglementer tout ça? C'est que les guerres, depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a vu une accélération des cyberattaques. Deuxièmement, on a entendu dernièrement à plusieurs reprises des attaques d'hôpitaux, d'administration, avec des témoignages même de particuliers qui racontent que leurs données ont été plus loin substituées au sein même de la maison.
Ce qui veut dire que quelque part, la Smart City, qui voulait un système cohérent où on pouvait gérer les énergies, générer des transports en commun, gère aussi la consommation par ménage. Et on peut même maintenant dire qu'à telle heure, vous devez certainement aller aux toilettes parce qu'il y a plus de consommation de lumière. Donc, on va en déduire que vous avez allumé la lumière à quel endroit. On se dit, bah, c'est la pause pub, hein, parce que c'est ça, c'est le frigo. Il y a des repères très faciles à reconnaître, c'est identifié. Donc, ça veut dire que même si on n'est pas dans une trace absolue, vous êtes quand même traçable dans votre maison, ce qui veut dire que quelque part, ben, il faut se questionner sur tout ça. En 2030, je vous ai dit tout à l'heure les nouvelles mobilités, et tout le monde se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire avec les drones? On sait très bien les usages, on se dit, bah, tiens, je vais pouvoir me faire livrer quelque chose dans mon jardin, tiens, peut-être que s'il y a des échantillons sanguins à transporter, pourquoi pas. Sauf que quand on pose la question aux gens, c'est pas si évident que ça, parce que ces objets sont aussi des éléments. Alors c'est intéressant, j'ai mené une enquête sur l'acceptabilité des drones. Et alors les gens me disent, ah non, moi je ne veux pas de drone qui passe pas loin de chez moi, ils vont me voir. C'est drôle parce que moi, quand on pensait qu'on pouvait me voir, j'aurais eu peur qu'on me tombe dessus et qu'on me déchiquette plus de ma visage. Moi, je n'ai pas pensé à être vue. Voilà. Mais la première chose que disent les gens, c'est ça. Alors, si vous leur posez la question, est-ce que vous acceptez que le drone passe au-dessus de chez vous? Non, parce qu'on peut le voir. Bon, d'accord. Donc, vous préférez qu'il passe sur le champ d'en face, chez votre voisin, ou il peut passer chez mon voisin? Donc, déjà, vous voyez, la notion d'éthique, elle est très relative. Hein. L'acceptabilité aussi. Oui, ce drone transporte des échantillons de médicaments pour secourir des personnes qui viennent d'avoir un accident. Ah oui, il peut passer au-dessus de chez moi. Changement total d'attitude. Okay. Il peut transporter des échantillons de sang. Le voilà. Parce que dans le sang, on imagine qu'il peut y avoir des virus, des choses qui peuvent contaminer. Et ensuite, quand vous dites, ben, il peut y avoir une dose létale. Ah non, même pas sur ma commune. Et là, vous précisez, oui, mais la dose létale peut servir à abattre un terroriste qui a pris en otage des gens dans le supermarché. Et là, tout le monde coche, oui, acceptabilité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à partir du moment où on veut parler de cas de conscience vis-à-vis de ces objets qui doivent être, réglementés, ou en tout cas tout ce qui peut être de l'ordre des logiciels, tout ce qui est antivirus, tout ce qui est algorithme placé dans des objets. Si on veut les réglementer, si on veut faire attention à tout ça, il va falloir poser aussi ces questions-là, savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on estime ne pas accepter du tout, qu'est-ce qui est de l'ordre, entre guillemets, de quelque chose qui renvoie à la conscience, et à partir du moment où on légifère par la loi, ça c'est très important ce que vous dites, si on légifère par la loi, il n'y a plus à statuer. Par contre, si on parle d'éthique, c'est justement en philosophie, ce moment où la loi n'existe pas et je peux faire ce que je veux. Je précise. Si la loi me dit je n'ai pas le droit de traverser la rue, elle me l'interdit, si je le fais, je vais sanctionner, on est d'accord. J'ai violé la loi. Si la loi ne me dit pas ce genre de choses, je peux traverser la rue, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui pose problème le plus souvent dans les lois? C'est l'interprétation. Et c'est le fait qu'une loi, une fois qu'elle est posée, ben, si on répond à la norme, c'est-à-dire l'aspect normatif de la loi, eh bien, on est dans les clous. Sauf que le problème, là, nous amène à la sécurité, n'est pas un problème forcément qui concerne la loi, c'est un problème qui concerne l'éthique. Et là, il y a un sérieux problème, et lequel, on va y venir. D'abord, on parle de problème de confiance, et c'est bien dit dans le Cyber Resilience Act. Est-ce que vous savez d'où vient le mot confiance? Ça vient du mot fides. Ça veut dire la foi. Donc, il faut que nous ayons foi dans ceux qui fabriquent ces objets. Compliqué quand même, hein? Il faut que nous ayons foi dans ceux qui fabriquent ces objets pour qu'on puisse se dire qu'on se remettra, enfin, en tout cas, on remettra notre vie intime, en maison, bref, à ces personnes que nous ne connaissons pas, mais à qui nous jouons une foi, une fidesse, puisque nous leur faisons confiance. Vous voyez déjà que poser en ces termes, c'est déjà compliqué. On n'est plus du tout sur les mêmes repères, en tout cas sur les mêmes définitions. Ensuite, qu'est-ce que l'éthique? Il y a deux façons de définir l'éthique en philosophie. D'abord, c'est né dans l'Antiquité, et souvent on a confondu l'éthique, ethikos, de moral, mores, morales, c'est-à-dire
tout ce qui renvoie aux lignes de conduite qui souvent sont bien, mal, blanc ou noir, c'est-à-dire que c'est coupé par une ligne qui sépare deux opposés, deux opposables. Sauf que quand on arrive à la deuxième définition, c'est-à-dire qu'on voit par poste, eh bien on tombe sur ce qui est habituel. Ce qui est habituel et qui fait que moi, je deviens le juge de mes actions dans ce qui m'est habituel. Un exemple, pas très subtil, mais il parle. Je suis chez moi. Je me promène nue dans mon salon, ça ne me dérange pas. Je suis chez moi, je n'aime personne, il n'y a pas de loi qui m'interdit spécifiquement de le faire. Donc, voilà, j'agis ainsi. Or, il se trouve que l'appartement d'en face est inhabité, mais que d'un coup, je vois de la lumière et je me dis, ça y est, les gens ont emménagé en face de chez moi. La loi ne m'interdit toujours pas d'être venu chez moi, mais par contre, par décence, je vais me dire, je vais changer mes habitudes. Pourquoi? Parce que je me dis que, en dehors du fait que ça peut être marrant de narguer le voisin en face, s'il est marié, s'il y a des enfants, peut-être que je vais respecter un peu leur tranquillité en n'ayant pas à les embêter avec mon corps qui s'excite en parlant de leur. Ce qui veut dire que nous avons un cas de conscience typiquement éthique. La loi ne m'interdit pas d'être venu chez moi, mais je me rhabille par respect pour mon corps. L'éthique, c'est ça, c'est ce moment particulier où on choisit parmi des solutions d'être plus dans la référence, si vous voulez, à moi, le juge intérieur, de manière à ce que je puisse normer mes actes quand la loi, par exemple, ne me permet pas de le faire. Moi. Les punitions sexuelles, ça peut créer dans ce là. La loi nous interdit d'être nus chez toi quand vous voulez plus de l'extérieur. J'ai amené une petite chose. J'ai dit qu'au départ, personne n'avait emménagé. Donc, je prends mon habitude. J'ai dit que ça vient sur une habitude. J'ai l'habitude d'être venu chez moi. Oh là là, vous êtes dur. Donc, je suis venu chez moi, j'ai l'habitude. Ah, je me moment d'effarement, il y a de la lumière, je comprends qu'il y a quelqu'un. Après, effectivement, on peut appliquer la loi. Mais bon, j'ai pris mon exemple, moi, sur le début. On va dire que je n'ai pas totalement tort, mais vous avez certainement raison. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai que si je ne me rhabille pas, je peux me retrouver sous couvert de la loi, parce que c'est un cas éthique. Ce que je veux dire par là, c'est que le cas éthique, c'est le moment où je suis le juge de mes actions et que je suis toujours dans l'action qui n'est pas punie par la loi. En tout cas, qui n'est pas, entre guillemets, contrecarrée par la loi ou normée par la loi. Donc, on voit bien que dans l'habitude de la morale, il consiste à dire que ça vient du bas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une morale. Pourquoi? Parce que ce qui est bien ici n'est pas forcément bien ailleurs, et donc je ne peux pas me permettre de juger les similitudes des uns et des autres. Ça, c'est la morale. Mais c'est normé par tu ne tueras point, enfin, des exemples assez particuliers. Bon. À l'inverse, l'éthique, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que tout simple cas de réflexion, c'est-à-dire que non seulement on est dans l'habitude et il faut à un moment donné s'interroger soi-même sur nos pratiques, mais deuxièmement, c'est le recul que l'on va porter sur la morale de nos actes. Et l'éthique porte aussi sur notre morale. Vous voyez, il y a une combinatoire sur ces deux mots qui sont complémentaires, mais qui sont quand même, malgré tout, distincts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on est dans le domaine de l'éthique, on n'est pas dans le domaine de la loi. Si vous avez un ensemble de règlements ou un ensemble de lois qui veulent, légiférer sur la sécurité des objets connectés et tous les matériels associés à ces objets, eh bien, la loi, elle dira ce qu'elle a à dire, les juristes interpréteront, et le juge, au moment où il aura statué, il le fera aussi avec une vision éthique de la situation, puisque, rappelez-vous, Diké, la justice et la déesse aux yeux bandés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les plateaux qui font valoir le bien et le mal, mais il y a aussi l'intériorité de ce que le juge va faire de la justice pour l'interpréter et la traduire. Ce qui fait que là, on se retrouve véritablement dans l'idée comment on va légiférer sur des cas qui sont complexes, puisque tout à l'heure, vous l'avez bien expliqué, à un moment donné, on peut leurrer le leur. Un pirate, de toute façon, il n'a pas d'intention éthique, sinon ça se saurait. Quand est-ce qu'on va faire un lien entre vouloir légiférer avec la loi, c'est-à-dire avec un arsenal juridique, des questions qui relèvent d'une éthique?
Et je crois que là, le gros souci de ce texte, c'est ce glissement de sens. C'est-à-dire qu'on puisse être jugé partie en fabriquant l'objet, on le fabrique à des fins particulières, on estime qu'on a raison et on norme, hein, la plupart des entreprises norment leurs actes. Le MOX en ce moment, il norme ses actes. Il n'attend pas la loi. Après, il fait des expériences. S'il était, entre guillemets, sous le couvert d'un encadrement, on n'aurait peut-être pas permis. Je pense notamment aux nanotechnologies qu'il a mis dans les cerveaux des singes. On n'aurait peut-être pas autorisé dans certains pays où, justement, l'expérimentation sur les animaux est normée. Ce qui veut dire quelque part qu'on veut traiter avec des lois des choses qui, pour certains, relèvent de l'éthique. Et qui, notamment, relèvent de l'éthique pour des gens qui en sont dépourvus. Ça, c'est une question. Qui va normer, en réalité, la façon dont on va faire développer ces sujets-là et les faire évoluer. Donc, on va nous renvoyer ensuite la balle, forcément, vers l'utilisateur. En disant, finalement, l'utilisateur, c'est celui qui doit s'informer, se former, connaître le fait, en tout cas, admettre le fait que s'il met un antivirus dans son ordinateur, ben, l'antivirus a aussi ses failles. Peut-être admettre aussi que si vous mettez des caméras dans votre maison, à un moment donné, elles peuvent vous observer. Et où est-ce que vous allez distinguer la vie publique, la vie privée, la vie intime? Il y a 3 niveaux. L'intime, pour moi, c'est la chambre à coucher, c'est la salle de bain. Donc, à partir de quand vous estimez que vous coupez la caméra, en fait? Ça, c'est une question aussi. Et donc, comment, à un moment donné, tous ces matériaux, et encore une fois, je prends des exemples disparates pour que vous compreniez, et pour que, je pense que vous l'avez bien saisi, pour qu'on actualise et qu'on acte dans notre esprit que les objets connectés ou tous les objets dont on parle, ce n'est pas simplement un téléphone dans la poche, une tablette et un ordinateur. C'est aussi votre voiture, c'est aussi votre, votre CD ou votre enceinte connectée à la maison, c'est aussi tel ou tel aspirateur qui est programmé pour. C'est aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est envahi, c'est ce que je veux dire en état artistique, on est envahi depuis longtemps, on nous a habitués à vivre avec ces objets-là, à ne plus les questionner. En plus, ils sont complexes, on ne comprend pas tout. En plus, ils nous parlent, ils nous amadouent d'une certaine manière. Ils miment des impressions, ils miment des sentiments, ils miment de l'empathie vis-à-vis de nous. Donc, petit à petit, nous les intégrons dans notre espace. Nous sommes des familiers de ces objets, sauf que c'est nous qui, par charité, leur accordons plus que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que nous devons les éteindre, nous pouvons les couper. Vous voyez, moi, je n'ai pas ma montre connectée, elle est autour du cou de mon chat, il fait mon footing à ma place en ce moment. Et ça tombe bien, il est dans le Var, donc quelque part, je ne suis pas face à ça. Donc à un moment donné, il faut se jouer aussi de ces éléments-là et comprendre qu'on peut reprendre aussi le cours des événements, reposer les questions autrement, voir où est-ce qu'on place le curseur de l'éthique, un curseur qui n'est pas évident. Posez-vous la question parfois, avant d'avoir lu un commentaire, dites-vous, tiens, on me propose tel objet, est-ce que je le veux ou pas? Alors vous dites que le mur là c'est non, le mur là c'est oui. Et vous allez imaginer une ligne, et vous mettez plus vers le oui, plus vers le non. Vous lisez les critiques, les mots d'emploi, etc. Et vous vous reposez la question à la fin. Et vous regardez où est-ce que vous vous situez sur la ligne. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez une sorte de boussole qui a fonctionné. C'est-à-dire que vous avez mis des points de vigilance et vous vous êtes autorisé. Donc ça veut dire que plus on a affaire à ces objets-là, plus nous sommes bien sûr des consommateurs, et plus nous devons être des consommateurs avertis. De la même manière qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, donc nul n'est censé ignorer le mode d'emploi. Si on clique, le clic maintenant à valeur d'acceptabilité ou d'acceptation d'un contrat. Donc, si je ne lis pas toutes les petites notes et qu'à la fin je valide parce que je n'ai pas envie de tout lire, eh bien, je ne veux rien de prendre en compte. Et là, je les souscris vraiment. Ce qui veut dire que, encore heureux qu'on ne vous a pas dit que vous avez validé, que vous donnez votre maison quand vous avez acheté l'objet en question, parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient très surpris de se retrouver chassés de chez eux, parce qu'en fait, tout le monde valide plus ou moins rapidement, sans chercher à aller voir plus loin. Donc voilà, il faut être acteur de sa préservation, acteur des nouvelles normes qu'on veut poser. Si on veut rendre responsables les autres, parce qu'ils fabriquent ces objets-là, dans le cadre justement d'une économie, hein, le Cyber Resilience Act dit bien qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans la réparation liée à des cyberattaques, des piratages et autres. Donc c'est aussi un problème économique, mais dans le problème économique, il y a aussi des facteurs humains, et dans ces facteurs humains, on reprend un moment de la main pour être nous-mêmes responsables de nos destinées. Et c'est là qu'il faut faire une différence entre l'acceptabilité objective de l'objet,
C'est-à-dire que moi, si on me dit il répond aux normes juridiques, je me dis que je peux lui faire confiance. Hein. Comme mon tête-cheveux dans la salle de bain, je me dis si je l'allume, il ne va pas s'enflammer. Je fais confiance à l'objet. Si vous faites de la montagne, vous accrochez un petit piton de rien, vous êtes au-dessus du vide, il y a 300 mètres. Si vous le faites, c'est que vous êtes quand même consentant avec l'objet, vous avez accepté le fait que l'objet en lui-même, il ne va pas se détacher. Vous avez confiance aussi dans les trous que vous faites dans la paroi. Bref, vous êtes satisfait de l'objet, mais ça veut dire aussi que vous avez appris qu'on dédouble le point d'attache, parce que s'il y a un point qui cède, ça veut dire qu'on a un peu initié à la montagne, etc., etc. Donc, il y a une double responsabilité qu'il faut intégrer dans tout ça. Et pensez aussi que tous les algorithmes, et le pouvoir des algorithmes, c'est justement qu'ils sont invisibles. Et quelque part, un virus est invisible, comme un algorithme est invisible, sauf qu'on a affaire qu'à l'efficace. Ce que j'appelle l'efficace, c'est ce qu'à la fin nous subissons quand l'objet fonctionne. En gros, mon robot, s'il m'écoute pendant que je téléphone, et si après il me rappelle par un petit surnom qu'on m'a donné au téléphone, ben, ça veut dire que quelque part, moi, je ne suis pas assez vigilante et j'oublie qu'il y a dans l'invisible de l'objet quelque chose qui peut enregistrer ma conversation, reconnaître des mots, les dire par ailleurs, il n'a pas la conscience, il n'a pas le retour réflexif sur ce qu'il fait, etc., etc. Et donc, par conséquent, la force invisible ramène à des vérités cachées qu'il faut aussi prendre en considération. Le temps, c'est bon, ça va? Alors, je vais avancer vite. Donc, ça veut dire qu'on a compris un état des lieux. On a compris qu'il y avait des cas de conscience, des sursauts éthiques qu'il fallait qu'on ait, soit en tant que consommateur, en tout dans le domaine de l'électronique, si vous avez connaissance. Deuxièmement, qu'on ne peut pas tous être des experts, remplacés par la brique de l'acceptabilité après réflexion ou de la confiance qu'on lie à l'objet. Et on a posé quand même déjà des choses. Ce qui veut dire que on va se tourner maintenant vers le report consiste, cet ensemble de réglementation. Renforcer un niveau de sécurité. Renforcer un niveau de sécurité, alors, si finalement, l'éthique me fait renoncer à certaines choses, ou si, d'un point de vue éthique, je me dis, je vais faire telle ou telle chose, c'est pas demandé par la loi, mais en mon âme et conscience, je l'ai décidé, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que l'éthique doit être considérée comme un risque aussi, puisque c'est un saut dans l'inconnu. J'ai pris une disposition, enfin, j'ai pris une décision dont le résultat n'est pas garanti. Donc aujourd'hui, personne ne veut parler de l'éthique comme d'un risque. D'ailleurs, on parle toujours de l'éthique individuelle, sauf que dans les implications et les effets des objets connectés notamment, il y a une éthique collective qu'il va falloir envisager. Vous voyez, éthique collective et l'éthique est un risque. C'est des choses qui vont réfléchir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'éthique fait partie des risques émergents, comme il y a des risques émergents liés à tous ces produits qui sont là sur le marché, on va dire, européen, parce que là on parle de l'Europe, mais on a aussi des contradictions avec les autres pays, parce que de toute façon, les normes, les règles, le degré d'évolution aussi des pratiques ne sont pas les mêmes. N'oublions pas que l'algorithme, lui, qui fait sens, hein, puisque avec une sorte de calcul, au final, vous avez un acte ou une parole donnée, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a tout un ensemble de choses qui échappent à la compréhension, qui dit une vérité qui n'est pas la bonne. Donc, bien sûr, on vous parle d'autorité surveillante, on vous dit qu'il y aura après des rappels de produits, on va pouvoir sanctionner, on va mettre des amendes, des choses comme ça. Mais est-ce que ça ne sera pas finalement dérisoire au regard du marché en lui-même? Est-ce qu'on, si on revient dans le monde de la finance et de l'économie, est-ce que finalement on ne va pas encore sacrifier les humains? C'est pour ça que les technologues doivent se munir d'outils intellectuels tournés vers les sciences humaines pour pouvoir faire évoluer les sujets. Et puis en même temps, on sait bien, s'il y a des risques de cyberguerre ou s'il y a des risques liés à tous ces objets, on rentre encore dans une systémique, une interopérabilité des objets. Alors déjà qu'on n'arrive pas à comprendre un objet tout seul, alors il faut maintenant qu'on arrive à comprendre la systémicité des objets, comment ils sont reliés entre eux sans moi. C'est un peu l'histoire des drones. Le drone, au départ, il part, on l'oriente, puis le drone devient l'essaim de drone, donc vous avez une logique des drones qui bougent, et puis ensuite vous avez la meute, c'est-à-dire que vous avez un drone pilote, pour d'autres comment il doit agir, sans que l'humain interfère au milieu. Ce qui veut dire que quelque part, il y a 3 degrés d'abstraction et de détachement vis-à-vis de l'objet. Donc lui, il a de plus en plus d'action, de plus en plus d'autonomie. Et comment interagir avec cette autonomie quand justement, il y a un rapport de confiance. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui peut pirater tout ça. Donc en réalité, la confiance d'entrée, elle peut être brisée.
Donc, on va parler de protection. Chaque fois, on va dire oui, ben, il y a de la cyberprotection pour lutter contre l'attaque, en fait. Oui, mais en fait, ça veut dire que c'est plus de l'attaque, c'est de la défense. Donc, à un moment donné, pour pouvoir se défendre, il faut avoir l'impression d'avoir attaqué. Et puis, avec ça que parfois, les choses paraissent évidentes quand le mal est fait. Donc, il va falloir aussi penser le rapport au temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va penser des GAFAM dans tout ça, qui ne sont pas forcément assujettis à ce qu'on pense dans l'Union européenne? Là, je me pose toujours la question des multinationales États. J'aime ça un peu rapidement. Edenred, pour moi, est une entreprise qui fonctionne avec tellement d'argent, tellement de, etc., etc. À un moment donné, c'est lui qui parle aux États et non plus l'inverse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une plateforme qui agit comme un État, qui interagit avec les autres États. On a vu la position dans la guerre Ukraine aussi. On a vu aussi la position lorsqu'il est venu en France, il a rencontré justement les dirigeants politiques. On n'a pas parlé des risques liés à la réalité augmentée et tout ce qui est métaverse. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a quand même dans le métaverse des pratiques assez intéressantes, d'autant plus que les micro-États, c'est-à-dire des États très puissants, avec des territoires très petits, utilisent le métaverse pour un prolongement de l'État. Donc il se passe des choses qui pourraient être et qui pourraient relever la cybersécurité dans le métaverse. Ça veut dire que ça renvoie à des problèmes de gouvernance, vous l'avez compris, de questions de souveraineté également, de géopolitique numérique qu'il va falloir intégrer. Et ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on va mettre en avant, nous, derrière les problèmes économiques, pour pouvoir avoir une zone d'opacité pour le reste du monde. Quand je parle de zone d'opacité, c'est simple. Il faut qu'à un moment donné, je puisse envisager que s'il y a des GAFAM chinois, il y a des GAFAM, entre guillemets, américains, l'Europe doit amener ses propres GAFAM et ses propres GAFAM qui deviendront une zone d'opacité pour les autres et qu'on aura une sorte d'une indépendance numérique qui pourra répondre d'ailleurs à ce moment-là aux lois de l'Union européenne, puisque c'est nous qui avons créé notre propre processus. Vous allez dire là, vous êtes dans l'utopie. C'est déjà foutu. Pas forcément. Par contre, là où je dis que ce n'est pas forcément une utopie, bien que utopie, ça veut dire d'aucun lieu et d'aucun temps. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est d'aucun lieu et d'aucun temps, parce que nous n'avons pas d'aucun temps maintenant. Et ça voudrait dire que peut-être cette réglementation est quelque chose d'absolument pertinent et quelque chose d'assez révolutionnaire, qui va commencer à normer des pratiques, non seulement normer des pratiques, mais être le support de prochaines réglementations qui viendront encore compléter ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, là où les autres ont fait feu de tout bois de la technologie, et que petit à petit, peut-être, ils vont faire marche arrière pour certaines choses, ben nous, peut-être, en partant plus lentement et en intégrant déjà des valeurs, des principes éthiques, ou des préceptes, tout simplement, liés à des pratiques, eh bien, ça veut dire que quelque part, nous avons une sorte de coopération opérationnelle qui s'associe à une doctrine portée par des valeurs. Pas une doctrine au sens d'endoctrinement. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, et je vais en conclure quasiment, on se retrouve dans une nouvelle temporalité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'espace-temps des autres qui a fait qu'ils ont fait très vite dans la technologie, nous, ça sera peut-être plus lent, et peut-être que nous, nos références, ce sont des références plus vertueux. Peut-être également qu'on fera avancer les modèles avec davantage d'exemplarité, et que peut-être qu'à un moment donné, certains diront qu'elles préfèrent le modèle européen parce qu'il est plus sûr, plus juste, plus équitable, plus frugal, plus, etc., etc. Donc on en revient de ces systèmes un peu anarchiques où chacun est juste lui-même, alors que quand vous direz agir de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez avancer avec, non pas les failles du droit, vous protégerez les fabricants qui seraient peut-être des personnes qui agiraient dans le contraire de l'éthique, et que finalement on arriverait à légiférer un ensemble de conduites qui permettrait de modeler ou de modifier les comportements éthiques des individus, avec une sorte de vase communicant. Et c'est à ce moment-là ce qui me permet de conclure que le cyber-résidence Act ne serait qu'un début, et que ce début, ben, il faut le prendre, il faut le faire cultiver pour qu'on puisse avancer dans quelque chose de plus vertueux. Merci à vous. C'est un peu de éclairage. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup d'avoir remis l'humain en fait, au cœur de la cybersécurité, c'est un outil souvent, on n'en est pas conscient, c'est intéressant parce que l'humain c'est la principale source de l'humain.
C'est aussi la principale étude de l'impact de la Terre en médical, biomédical, finalement, qui n'est pas sécurisé parce que la situation est en jeu. Le cyberharcèlement, son professeur de cyberharcèlement, c'est la personne qui, d'une manière indirecte, porte atteinte à son jeu. Et nous, quand on évalue, comme auditeur, par exemple, mon métier, des règles de sécurité, des exigences, de la conformité, on va regarder finalement, à la fin, les mesures de sécurité. Est-ce qu'on ne devrait pas, peut-être, dans la réglementation, regarder beaucoup plus les enjeux, regarder la place de l'équipe dans les enjeux, parce que par rapport aux enjeux qu'on pourrait fixer, du coup, les règles de sécurité, on découvre, et aujourd'hui, on regarde plutôt si ces règles, à un moment donné, si ces vulnérabilités, elles ont un impact sur l'équipe, pour regarder ce qui a été fait justement pour protéger le niveau de l'équipe dans certains domaines. Merci pour cette question, et c'est vrai que pour moi, c'est complémentaire. En fait, si on veut que les choses fonctionnent, il faut qu'elles répondent à des normes, à des certifications, à des réglementations, c'est la base, enfin, sinon c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a une acceptabilité objective. L'objet répond à tous les critères, et puis finalement, on peut le mettre sur le marché. Et puis après, le deuxième temps, c'est l'acceptabilité, cette fois-ci, qui répond à la logique du flou, est une acceptabilité subjective. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que bien souvent, il faut interroger la minorité sentinelle. Je ne parle pas de la minorité communautaire, la minorité sentinelle, c'est-à-dire celle qui vit là depuis longtemps. L'ancien qui voyait toujours passer les oiseaux, qui ne voit plus. Celui qui a le bon sens de la terre. Celui qui est capable de dire, mais moi, ça m'est utile, ça ne m'est pas de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on fait rentrer des critères humains sensés. Je ne parle pas du dernier qui a parlé, la doxa en France. Le bon sens commun qui viendrait nourrir la notion de subjectivité dans l'acceptabilité et qui viendrait renforcer les maillons éthiques d'une réflexion autour de choses qui sont normées par des cadres législatifs, et c'est tout à fait normal. Ça serait la brique supplémentaire, et je considère que les entreprises devraient davantage solliciter les philosophes, et pas pour ma paroisse nécessairement, et nous solliciter, parce que moi, quand on me donne un objet, et c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre aussi, mais on va tout dire en une heure, j'ai toujours détourné les objets de leur rôle premier. Pas parce que j'ai un esprit tordu, mais parce que parfois, oui, je suis philosophe. Et ça ne marche pas dans le sens où on me demande initialement. Ce qui veut dire que le genre humain est ainsi fait, vous l'avez dit, il peut être à lui-même sa propre menace, il peut être à lui-même aussi sa solution. Donc, il faut avoir cet espoir aussi, cet optimisme, qui fait que si un objet, je ne m'en sers pas dans le bon sens, parce que justement, je le dévie de sa signification première, il faut que celui qui le crée, il faut que l'ingénieur ne soit pas qu'un ingénieur producteur de solutions sans conscience, mais qu'il soit un ingénieur producteur de solutions qui elle-même apporte la réponse à des risques émergents. Et là, vous aurez un nouveau maillon et en même temps des nouvelles réflexions. Il faut aller chercher des philosophes. Je suis convaincue qu'il faut arrêter de rester en silo, les technologies d'un côté, les sciences humaines de l'autre. En plus, on considère que les philosophes sont toujours perchés dans des concepts. Certains, oui, mais pas tous. Et puis, on a vraiment à se nourrir mutuellement de réflexion. Donc, on est convaincus. Merci encore de nous participer. Je pense que la prochaine fois, on vous laissera plus de temps. On fera un workshop. Ah non, il ne faut pas quand même Le point des philosophes, c'est bon, à part plus pour le début. Chez eux. des heures.